Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve pour notre suivi du menu crowdfunding hebdomadaire du mercredi. Vous connaissez un petit peu la formule, il s'agit ici de l'émission dans laquelle je passe en revue les projets qui s'apprêtent à se terminer sur Kickstarter, GameFound, Ulule ou encore BackerKit. Cette semaine, 2 annulations et beaucoup moins de projets à suivre que les 2-3 précédentes semaines qui avaient dépassé l'heure, ce qui est assez rare pour le suivi du menu crowdfunding, fort heureusement pour moi. Et du coup, cette semaine, on se lance directement avec les projets annulés. Il y en a donc 2, comme je le disais tout à l'heure, à commencer par Ducks in Tow, qu'on avait présenté il y a une semaine et demie, je crois, si je me souviens bien, qui a annulé, mais pour tous les grands fans de canards, ne vous inquiétez pas outre mesure, puisque la campagne revient très prochainement, à savoir le 29 novembre, si je me souviens bien. Dans leur dernière actualité, c'est ça, ils ont fait un pre-launch page, donc une nouvelle page de pré-campagne, qui devrait du coup démarrer, elle, le 29 novembre, donc dans une semaine pile poil. Donc vous pourrez éventuellement cliquer ici pour recevoir une notification pour la prochaine campagne. Il s'agit de simplement cliquer ici sur le prévenir du lancement. Pour l'instant, on est donc 55 abonnés. Alors pas que le jeu m'intéresse, mais bon, je m'abonne à toutes les pré-campagnes pour éviter d'en rater une. Donc pour ceux qui sont éventuellement fans de canards et de jeux très familiaux, même si bon, il n'y a pas de version francophone à se mettre sous la dent pour l'instant, même si de toute façon les canards n'ont pas dedans, ça pourrait être éventuellement l'occasion de garder un œil dessus. Voilà pour ce qui est de Ducks in Tow, on les retrouvera donc la semaine prochaine. Et autre projet annulé, il s'agit par contre de manière un petit peu plus surprenante malheureusement de Sbire, qui a été lancé du coup dans la semaine du 13, si je me souviens bien, oui c'est le menu crowdfunding du 13 novembre dernier, Henchmania, Sbire en français, qui était sur le point d'atteindre son seuil de financement avec 881 contributeurs et 33 000 euros d'engrangés, a préféré annuler malgré tout. Donc vous imaginez bien que si on était si proche du seuil de financement, c'est qu'il aurait été atteint sans aucun souci, c'était clair et net, mais ils se sont dit que malheureusement ils avaient quand même préféré, faire un reboot, donc faire une nouvelle campagne plutôt que de terminer celle-ci sur un score assez médiocre, et donc du coup on va relancer la campagne, et pas très tard d'ailleurs, puisque vous allez le voir, eh bien la nouvelle campagne commence le 22 novembre, et j'enregistre le 22 novembre, autrement dit, lorsque vous verrez cette vidéo, il y aura certainement déjà la nouvelle campagne en ligne, donc gardez un œil sur Henchmania. Je pense que, voilà, on peut directement, là encore dans l'actualité, voir ce petit lien ici qui nous emmène vers la nouvelle page de campagne. Hop, voilà, je m'abonne également, et donc ce soir, au moment où moi je m'enregistre, devrait avoir lieu le lancement de cette nouvelle campagne pour Sbire. Qu'est-ce que ça va changer? Là par contre, je ne me suis pas suffisamment penché sur le sujet. Du coup, c'est fini pour les projets annulés, même si Sbire reviendra très prochainement et que Ducks in Tow aussi pour le coup, dans moins d'une semaine. On va pouvoir maintenant se lancer dans les projets auxquels il reste moins de 10 jours de campagne. Présenté dans le menu crowdfunding du 30 octobre dernier, Zoo Tycoon, adaptation en jeu de plateau du célèbre jeu vidéo et de sa licence, eh bien ma foi ça fait plutôt un joli petit carton pour actuellement Marc Dur et comment s'appelait cette boîte de jeu déjà, il me semble que c'est Tracer peut-être, qui donc prend cette adaptation du jeu vidéo qui pour l'instant vous le voyez a fait 4000 contributeurs à 35 heures de la fin de la campagne, donc environ une dizaine d'heures lorsque vous verrez cette vidéo, donc il faudra vous presser pour éventuellement aller le backer si vous êtes tenté, puisqu'il restera très peu de temps. En tout cas, très joli score, 446 000 euros d'engrangés à 35 heures de la fin de la campagne, c'est plutôt du très beau résultat. Au-delà de ça, bon, c'est un jeu, comme je l'avais déjà dit, le jour de la présentation de pose de tuiles, on va chercher à créer son zoo, c'est toujours pour 1 à 4 joueurs si je ne me trompe pas, on va quand même vérifier histoire de ne pas faire de conneries, voilà, c'est 1 à 4 joueurs, pour 120 à 180 minutes, donc attention, c'est un jeu relativement long, entre 2 heures et 3 heures quand même, donc c'est pas un jeu familial dans le sens où il y a quand même une partie assez longue qui pourrait éventuellement faire lâcher certains enfants un peu plus jeunes au degré de capacité de concentration un petit peu moindre, disons. Ensuite, pour ce qui est des stretch goals, c'est ici que ça se passe. On a quelques petits ajouts en termes de deluxification, notamment pour ce petit jeton de premier joueur, enfin une porte d'entrée du zoo en premier joueur qui sera en screen print. Le reste, c'est essentiellement des zoos qui auront des illustrations un petit peu différentes et variées. Ensuite, on a aussi quelques petites nouvelles tuiles d'enclos pour les différentes zones du zoo. Et puis, on a aussi beaucoup d'espèces qui sont désormais en double, comment dirais-je,
exemplaires, dans le sens où on aura désormais une copie pour le mâle et une copie pour la femelle, parfois avec des poses légèrement différentes, généralement plutôt avec des couleurs différentes par exemple. Voilà, c'est à peu près tout. On a aussi, c'est vrai, le scoring board, donc le plateau de scoring, on va dire, qui bénéficiera d'une double épaisseur. Bon, ok, ça c'est toujours bon à prendre, mais c'est pas extraordinaire. Sinon, pour ce qui n'est pas encore débloqué, on a ici le petit insert en plastique ou en carton, je ne sais pas très bien, là-dessus c'est un petit peu difficile à distinguer, mais on aura potentiellement, si on atteint les 470 000 francs suisses, une solution de rangement, une sorte d'insert. Et puis également peut-être les girafes, là encore peut-être en mâle-femelle, je ne sais pas, qui viendront rejoindre le jeu. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Zoo Tycoons et ses 230 meeples d'animaux dans tous les sens. 4023 contributeurs pour l'instant, 35 heures avant la fin de la campagne, beau résultat pour eux. Également présenté dans le menu crowdfunding du 30 octobre dernier, Words of a Feather n'est pas du tout un jeu sataniste et pour l'instant pourtant 666 contributeurs et 30 000 euros d'engrangés pour ce jeu de mots, essentiellement pour 3 à 8 joueurs, petit jeu d'ambiance à base de vocabulaire, mais malheureusement pas disponible en version francophone, ce qui est toujours un petit peu gênant pour un jeu qui se base essentiellement sur le vocabulaire et les connaissances linguistiques. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais au-delà de ça, je vous renvoie quand même malgré tout pour tous les amateurs de ce genre vers le segment de la vidéo du 30 octobre dernier pour en apprendre un petit peu plus sur ce jeu d'ambiance et de vocabulaire à élimination qui rappellera un petit peu certains autres jeux du même genre, mais y compris en moins fun peut-être en termes de thématique et d'approche. J'arrive pas à retrouver son nom, du coup ça m'arrive à chaque fois que je veux sortir un nom de jeu. C'était quoi déjà ? Fiesta de los Muertos, voilà, c'était pourtant pas compliqué. Quoi qu'il en soit, je ne crois pas me souvenir d'avoir vu des stretch goals, non, c'est pas le cas, du coup on va pouvoir passer directement à la suivante. C'est tout pour Words of a Feather, il restera environ une dizaine d'heures, un petit peu plus, une douzaine d'heures peut-être, lorsque vous verrez cette vidéo en ligne. En serez-vous ou pas? Je pense qu'il y aura a priori pas grand monde de la communauté francophone vu que le jeu n'est pas disponible en français. Il y a quand même 9 contributeurs en l'état, c'est pas si mal. Voilà pour Words of a Feather. Celui-ci n'avait pas encore été présenté dans le menu crowdfunding et honte à moi puisqu'il s'agit, comme vous le voyez peut-être, d'un projet japonais qui naît de Tokyo et plus précisément de Itten, dont c'est le 3e projet sur Kickstarter après Crash Octopus qui avait fait un très beau résultat avec 3300 contributeurs, ou encore avant Stonehenge and the Sun qui avait fait 300 contributeurs, donc un peu plus confidentiel on va dire. Et pour le coup, Itten cette fois-ci nous propose 5 jeux en une seule campagne, dont 2 qui sont l'œuvre de Rainer Knizia, quand même, c'est bon à noter, et pour l'instant ça fait donc presque 1000 contributeurs à 42 heures de la fin de la campagne pour 50 000 euros d'engrangés, donc c'est largement financé. On est sur des petits jeux d'ambiance, on va dire de party game, on pourrait même dire, très très court, très très portatif également, vous le voyez, ça se transporte dans une poche, tranquillou, mais après, bon, le reste, ça reste des jeux très orientés ambiance, donc c'est clairement pas ma cam, mais vous me direz si c'est éventuellement la vôtre. On commence par Viking Seesaw, qui est l'œuvre de Rainer Knizia, qui est une sorte de seesaw, donc comment dirais-je, de tape-cul, on dirait en français si je me souviens bien, pour 2 à 4 joueurs, 10 minutes et plus, et 8 ans et plus. Il s'agira d'aller faire pencher le bateau d'un côté ou de l'autre en y ajoutant des matériaux de différents poids. On aura du métal, du plastique, du bois, etc. etc. Ensuite, on a aussi Ninja Master, toujours par Rainer Knizia également, où donc on aura une thématique de ninja avec plein de dés à jeter, le tout pour 15 minutes, 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus. On a aussi 3 Second Try, cette fois-ci ce n'est plus Rainer Knizia mais des auteurs japonais, en rapport avec le vocabulaire cette fois-ci et avec une durée très très limitée pour répondre aux questions, pour 2 à 7 joueurs, 10 minutes et plus, et 8 ans et plus. Ensuite, on a aussi Stick Collection, encore un auteur japonais, Yoshihisa Itsubaki, pour cette fois-ci une sorte de pari sur la longueur des pailles, donc en gros un petit peu le jour de la courte paille en fait, pour 2 à 5 joueurs, 20 minutes et plus et 8 ans et plus, donc des paris sur la longueur des pailles quoi, en gros. Et puis finalement on a aussi Judge Domino, encore un auteur japonais, Yosuke Tsuki, pour 2 à 5 joueurs, 15 ans, pas 15 ans du tout, 15 minutes et plus et 8 ans et plus, donc tout ça reste très très familial, où là encore on va parier sur la potentielle chute ou non des différents dominos en fonction de la façon dont les joueurs les placeront. Et ma foi, c'est à peu près tout. Je passe rapidement sur les prix, vous verrez par vous-même. Attention, le prix est en yens, ce n'est évidemment pas à 5400 euros, c'est en yens, donc ça fait environ 36$, donc environ 34-35 euros à l'heure actuelle pour les 2 jeux de Knizia par exemple. Vous pourrez aussi faire un all-in pour 76$, donc environ 70 euros approximativement. Et voilà pour ce qui est de Funbrick Series, la nouvelle campagne de Itten avec en son sein 2 nouveaux jeux quand même de Rainer Knizia parmi les 3772 qu'il a sortis cette année.
Celui-là, je crois que je ne l'avais pas présenté dans le menu crowdfunding non plus, mais j'en avais parlé la semaine dernière, c'est pour ça que j'en ai un vague souvenir. Il s'agit d'un jeu de lettres encore une fois, et donc de vocabulaire encore une fois, et donc malheureusement encore une fois aussi, pas de version francophone, donc a priori pas grand monde d'intéressé sur la chaîne. Il s'agit de Hex, 360 contributeurs, 26 000 € d'enrangés quand même, c'est plutôt un très bon résultat pour un jeu qui à l'origine avait le seuil de financement le plus ridicule de l'histoire des Kickstarter, 54 €. Voilà, c'est comme ça. Pour 53 heures avant la fin de la campagne, c'est financé, ça devrait pas attirer grand monde dans la sphère francophone du fait de l'absence en fait de version francophone, mais en même temps, d'un autre côté, si vous comprenez les prérequis qui vous sont écrits ici, bah, il suffit d'aller poser des mots en français avec les lettres en français. Enfin, bon, ce n'est pas une grande difficulté en soi, mais quand même c'est moins attirant quand il n'y a pas de version française directement, et pour cause, hein, on le voit ici, 0 contributeur visible en tout cas pour la zone francophone, à moins qu'on compte éventuellement les Canadiens qui pourraient potentiellement être québécois. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour Hex, The Word Game, You Will Flip Over. Voilà, 360 contributeurs, 53 heures avant la fin de la campagne. Vous retirez environ 25-26 heures pour avoir le nombre d'heures restant avant la fin de la campagne lorsque vous verrez cette vidéo. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Hex. Autre jeu présenté dans le menu crowdfunding du 30 octobre dernier, il s'agit ici de Survival, pardon, je l'ai prononcé avec un TH, Survival of the Fattest, donc la survie du plus gros, dans lequel vous devrez stocker un maximum de bouffe avant d'entrer en hibernation avec plein de petits animaux représentés magnifiquement par de très belles miniatures très détaillées, très mignons. C'est plutôt un très beau résultat, d'ailleurs un joli succès, avec 1506 contributeurs pour l'instant, 57 heures avant la fin de la campagne, et près de 90 000 € d'enrangés, donc c'est plutôt un très beau résultat. Ils ont fait parler la poudre pour ce petit jeu de 1 à 4 joueurs, parce que oui, désormais, grâce aux stretch goals, on a aussi un mode solo qui a été débloqué. Je le dis avant de l'oublier d'ailleurs, mais la version française a été semi-débloquée, on va dire, puisque vous le voyez, on a un petit peu de texte sur les cartes quand même. Et le texte sur les cartes ne sera pas traduit, on n'aura pas de version physique en français pour le jeu, mais les règles, elles, seront disponibles en téléchargement en français, donc on va dire que c'est une semi-version française disponible pour les joueurs. Pour ce qui est des stretch goals, on a essentiellement pas mal de upgrades en termes de qualité de matériel, tout simplement, notamment au niveau des cartes, le solo qui a été débloqué, les règles en français, comme je le disais tout à l'heure, qui seront disponibles, mais en téléchargement uniquement, pas en version imprimée, disons. Ensuite, pas mal de nouvelles cartes de recettes, qui sont un petit peu l'un des types de cartes les plus importants du jeu, donc bon, c'est bien d'en avoir un peu plus, ça rajoute un petit peu plus de profondeur de jeu, un petit peu plus de rejouabilité potentiellement aussi. On a aussi le UV Spot sur la boîte, donc la petite aspect de surbrillance, notamment au niveau du titre, qui sera certainement un petit peu brillant, un petit peu en relief. Ensuite, on a encore de nouvelles recettes, on a un insert qui sera désormais imprimé en couleur, donc un petit ajout en termes d'immersion, voilà, vite fait, mais ça n'apporte pas grand-chose. Ensuite, plutôt sympa, on a aussi des plateaux de joueurs qui seront uniques et différents l'un de l'autre en termes d'illustration, c'est plutôt sympa. Des stickers qui servent à rien, mais qui sont toujours là pour faire plaisir éventuellement aux plus jeunes ou aux amateurs de la direction artistique du jeu, ce qui est vrai, elle est plutôt pas mal au final. Ensuite, des standees deluxe pour les animaux éventuellement, mais bon, quand on a les miniatures, pas un grand intérêt, et puis un petit scorepad, et puis ensuite on a aussi un marqueur de premier joueur qui aura apparemment une version un petit peu revue aussi. Enfin, je suis pas rentré dans le détail, j'ai pas fouillé plus que ça. Voilà pour Survival of the Fattest, il restera approximativement une trentaine d'heures lorsque vous verrez cette vidéo. Présenté dans le menu crowdfunding du 30 octobre dernier, date à laquelle vous l'aviez placé parmi les gros projets de la semaine parce qu'il s'agissait d'un projet francophone, français qui plus est, qu'on avait envie de le soutenir. Vous n'avez pas été aussi nombreux que ça à le soutenir véritablement sur la campagne, mais bon, on s'approche quand même malgré tout du seuil de financement. Vous le voyez, il reste 4 jours avant la fin de la campagne pour Merchants of Karanor. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas encore donné le titre du jeu, mais c'est pas grave. 10 000 € d'engrangés sur 12 000 à 4 jours de la fin de la campagne, ça devrait pouvoir se faire. On devrait pouvoir finir cette campagne au photo finish en finissant quand même par atteindre ce seuil de financement de 12 000 €. Peut-être en le dépassant un petit peu, on verra, c'est pas garanti, mais ça devrait pouvoir se faire avec peut-être aux alentours de 180-200 contributeurs. On espère qu'il en aura le maximum, bien évidemment. C'est pour 2 à 6 joueurs, c'est pour 75 minutes la partie. Je vous renvoie bien évidemment dans le menu crowdfunding du 30 octobre dernier pour en apprendre un peu plus sur le Merchants of Karanor, avec certes une direction artistique qui peut faire penser, enfin qui peut laisser penser que c'est un petit peu trop amateur pour se lancer véritablement sur Kickstarter, mais ça peut avoir son charme aussi, et le jeu a l'air d'être relativement sympa malgré tout, même si effectivement, visuellement, c'est pas aussi joli que ce qu'on a l'habitude de voir sur Kickstarter. Mais il faut bien se lancer un jour, et ils l'ont fait, et ils vont peut-être même réussir à financer malgré tout, et c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Bien sûr, malheureusement pour l'instant, pas de stretch goals à aller débloquer, puisque vous le voyez, la campagne n'est pas encore financée. Je rappelle juste rapidement les prix, 59 € pour la boîte de base,
plus donc une vingtaine d'euros de plus, 19 pour avoir l'extension Crime Wave, et ensuite 89, donc du coup 30 euros de plus pour mettre la main sur les deux extensions Crime Wave et The Golden Age également. C'est vrai que ça fait un petit peu cher pour un premier jeu qui se veut quand même un peu plus sur le côté amateur que professionnel dans le genre. C'est peut-être aussi ce qui retient pas mal de monde, mais le jeu a son charme malgré tout et il a pas l'air dégueulasse en termes de gameplay. Voilà pour Merchants of Caranor, on leur souhaite d'avoir un maximum de backers d'ici les 4 derniers jours de la fin de la campagne. On enchaîne avec Heroes of Might and Magic 3, l'adaptation du jeu vidéo, encore une fois comme c'était le cas tout à l'heure pour Zoo Tycoon, et encore une fois ils ont fait péter les scores, là ils ont plié Kickstarter en 3, 15 550 contributeurs pour l'instant à 7 jours de la fin de la campagne pour un jeu présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 20 novembre avec une version française. D'ailleurs je tiens à noter également, merci d'ailleurs aux commentateurs qui l'ont signalé dans la dernière vidéo du menu crowdfunding, que je m'étais trompé en termes de livraison, j'avais parlé de 2024 pour la livraison, mais ça c'était pour les langues secondaires, le français faisant partie de la langue, enfin des langues directement annoncées dans la campagne. Et bien ce sera beaucoup plus tôt, ce sera certainement pour le courant 2023 j'imagine, fin 2023 maximum je pense, pour Heroes of Might and Magic 3. Donc très très gros succès, plus de 2 200 000 euros d'engrangés et il reste encore une semaine. C'est malheureusement la dernière fois qu'on le verra sur le suivi du menu crowdfunding, mais d'ici la fin à mon avis on va chercher certainement les 23, 24, 25 000 contributeurs et certainement pas loin de 4 millions d'euros d'engrangés. Énorme succès, c'était prévisible mais quand même c'est quand même assez impressionnant. Par contre, bon, la manière de montrer les stretch goals, c'est quand même assez dégueulasse, faut bien être honnête, c'est pas très parlant. On voit effectivement qu'il y aura beaucoup de nouvelles miniatures qui seront incluses, notamment dans le pledge Azure. Il y a la petite étoile qui nous montre que c'est dans le pledge Azure. Pour ce qui est de pledge Azure et de ce que ça peut vouloir dire, référez-vous au menu crowdfunding il y a 3 jours. C'est en fait un petit peu la version deluxe si l'on veut. Mais on n'a pas vraiment les détails. Pour avoir les détails des stretch goals, il faut dérouler pas mal la campagne jusqu'en bas. Voilà, essayer de ne pas choper le vertige tellement la campagne est longue. Et on en arrive aux stretch goals ici, mais vous allez voir assez rapidement, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, c'est un petit peu étrange comme approche, parce qu'en fait, c'est pas mal de stretch goals qui vont rendre le pledge de base, enfin surtout le pledge Azure, bien plus intéressant au fur et à mesure. Alors ça me donne l'impression un petit peu que le pledge Azure n'était pas complet à l'entrée de la campagne, ce qui est un petit peu dommage, mais bon, après tout, ça le rend plus sexy au fur et à mesure. C'est vrai juste que pour ceux qui éventuellement s'intéressaient au jeu avant le début de la campagne et qui se sont dit au jour numéro 1, jour de lancement de la campagne, ah, c'est quand même vachement cher pour le contenu que ça propose, et qui sont désintéressés, désabonnés éventuellement de la page, bah c'est un petit peu dommage. Mais bon, en même temps, c'est pas les premiers à l'avoir fait, ce ne seront pas non plus les derniers, mais beaucoup, beaucoup d'ajouts de cartes, d'unités, de miniatures, même des pièces de métal éventuellement à venir également, plein de nouvelles miniatures de nos personnages qui vont avec eux. On aura potentiellement aussi des upgrades avec peut-être ici de nouvelles cartes encore, mais tout ça n'est pas encore débloqué. Quand vous arrivez jusqu'ici, c'est débloqué à partir du 2 230 000 euros. Donc en rouge, ce n'est pas encore débloqué, mais d'ici la semaine prochaine, on aura certainement encore 5, 10, 15 stretch goals à débloquer. Et donc pour rappel aussi, c'est disponible en français, donc tenez-vous pour dit, c'est vachement bon à prendre pour tous les fans de la licence. Heureusement, ce n'est pas mon cas, ça m'évitera d'avoir à dépenser une somme folle pour Heroes of Might and Magic, qui comme vous l'avez vu de toute façon dans le menu crowdfunding il y a 3 jours, peut coûter assez rapidement assez cher. 75 € pour le Basic Pledge, mais si vous voulez celui-ci, autant l'attendre plutôt en boutique. Et pour le premier pledge vraiment intéressant de la campagne, c'est plutôt le Azure Pledge à 120 €. Ça peut commencer à coûter assez cher et ça peut monter jusqu'à potentiellement 199 €. Bon, c'est pas le plus cher non plus qu'on aura vu, et en plus Elden Ring arrive cette semaine. Mais bon, vous aurez compris là où je veux en venir. Voilà pour Heroes of Might and Magic 3. 7 jours avant la fin de la campagne, 15 550 contributeurs et 2 200 000 euros d'engrangés d'ores et déjà. Présenté dans le menu crowdfunding du 6 novembre dernier, donc il y a de ça 3 semaines, Oceans Legends of the Deep, une extension pour Oceans, enfin extension standalone, parce que vous pourrez jouer sans Oceans, même si c'est plutôt recommandé malgré tout, fait un très beau résultat lui aussi, 5 712 contributeurs, 7 jours avant la fin de la campagne, et près de 285 000 euros d'engrangés d'ores et déjà. On est sur un très très beau résultat qui nous vient des profondeurs des océans, bien évidemment, avec une très belle direction artistique, comme souvent avec cet éditeur, vraiment des très belles illustrations qui viendront accompagner à souhait votre jeu de Oceans premier du nom, ou qui pourra donc apparemment être joué en l'état, tel quel. Ensuite, y avait-il des stretch goals pour celui-ci? Du coup, j'ai oublié de checker avant de commencer à enregistrer.
mais en tout cas ils ont déjà dévoilé pas mal de petites choses par-ci par-là, notamment au niveau du mode solo, ainsi que les game trays qui seront là pour vous aider à ranger et à installer votre jeu plus efficacement. C'est toujours une de l'explication hyper agréable en termes d'ergonomie. Et ensuite, pour les stretch goals, disais-je, y en avait-il pas? J'ai l'impression que non, mais en même temps, quand je dis ça en général, je suis détrompé assez rapidement, pardon. Est-ce que ce sera le cas encore une fois aujourd'hui? Apparemment, non, j'y crois à mort. Non, apparemment pas stretch goals. Eh ben écoutez, pour une fois, je ne me contredis pas au bout de 5 secondes et c'est plutôt agréable. Donc voilà pour ce qui est de Ocean's Legends of the Deep. Vous me direz si vous êtes fan du jeu d'origine, parce que je serais très curieux, je ne l'ai jamais testé, mais j'aimerais bien le tester un jour d'ailleurs. Et est-ce que vous êtes intéressé du coup par la proposition que nous fait ici Ocean's Legends of the Deep, standalone / extension. Il reste actuellement 7 jours avant la fin de la campagne, c'est donc la dernière fois qu'on le verra sur le menu crowdfunding, sur le suivi plus exactement. 5712 contributeurs pour l'instant, 282 000 € d'engrangés, eux aussi. C'est une très belle machine, hein. Ils ont fait parler à la poudre, même si dans l'eau ça prend pas des masses généralement, mais pour le coup ça a pris pour Ocean's Legends of the Deep. On en aura certainement près de 7500 contributeurs d'ici la fin de la campagne à mon avis. Présenté dans le menu crowdfunding du 13 novembre dernier, On the Underground Paris New York s'est chié dessus. Voilà, il faut le dire très honnêtement. Désolé pour tous les petits-enfants qui regardent cette émission par le biais de leurs parents éventuellement. Hein. Je suis vraiment confus, mais il faut le dire au bout d'un moment, ils ont chié dans la colle. Hein, On the Underground Paris New York, donc deuxième proposition, deuxième opus dans la série des On the Underground, qui avait déjà du coup Berlin et Londres aussi, je me souviens bien à l'époque, pour 2 à 5 joueurs 14 ans et plus, 60 minutes la partie, un jeu de construction de route, hein, de métro, en fait, de rails de métro, de rames de métro plus exactement d'ailleurs, qui avait l'air pas mal d'ailleurs, hein, le premier opus est plutôt couronné de succès, plutôt de bonnes critiques disons, mais ils sont quand même très mauvais dans leur proposition ici, ils ont vraiment chié dans la colle encore une fois parce que le jeu ne livre pas en Union Européenne. Allez comprendre, alors ils ont cité 3, 4, 5 différentes excuses ces derniers jours pour expliquer l'absence de livraison envers l'Union Européenne en fait, toutes plus bancales les unes que les autres, et du coup ils ont imaginé une nouvelle à chaque fois, on en est à 3, 4 excuses différentes, tout aussi peu recevables les unes que les autres, en tout cas par les backers. Moi j'avoue que je ne suis pas spécialiste en la matière, mais d'abord ils ont blâmé le Kickstarter qui ne permettait pas d'établir le système de la TVA alors que toutes les autres campagnes le font. Ensuite il y a d'autres excuses qui ont été sorties par-ci par-là, le fait que leur conseiller leur a dit de ne pas y aller parce que c'était pas forcément idéal, etc. Bref, j'ai envie de dire que des conneries, mais en même temps, je sais pas. J'ai pas envie de leur jeter la pierre définitivement parce que je suis pas suffisamment connaisseur et que je suis dans une position désormais de vidéaste qui fait que je dois prendre des choses avec des pincettes et que je peux pas m'emporter aussi facilement que je pourrais le faire si j'étais un simple backer, d'autant plus que j'étais pas intéressé par le jeu à l'origine. Mais c'est vrai qu'ils se sont tirés, pas une, pas deux, pas trois, mais 40 balles, ils se sont tirés une rafale entre le genou et le tibia, la cheville et l'orteil si vous voulez. Voilà, ils se sont troués la peau dans tous les sens, ils pourront plus jamais marcher, et c'est bien dommage parce que le jeu avait l'air d'être relativement sympa si on apprécie ce genre de jeu là, un petit peu plus complexe que les aventuriers du rail, mais toujours sur une thématique relativement similaire. Donc voilà, c'est fort dommage, mais que voulez-vous, du coup on va pas se prendre trop de temps là-dessus, même s'il y a éventuellement des stretch goals, parce que après tout, si vous livrez pas à l'Europe, on ne couvre pas l'entièreté de la campagne non plus, voilà, c'est comme ça. 857 backers pour l'instant, 7 jours avant la fin de la campagne. Pour éventuellement les Canadiens francophones, ça pourrait vous intéresser. Pour les autres francophones en dehors de l'Union Européenne, pour le coup, ça pourrait vous intéresser aussi. Mais pour tous ceux qui sont en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, c'est marre. Également présenté dans le menu crowdfunding du 13 novembre dernier, A Wayfarer's Tale fait plutôt un joli résultat. En même temps, c'est souvent le cas pour les print and play qui sont, comment dirais-je, fournis dès la fin de la campagne, donc pas de temps d'attente, ça c'est très très cool. Et en plus, print and play dit, enfin qui dit print and play dit prix vraiment très abordable également. 5 livres pour le coup, donc l'équivalent de quoi, 6,50€, 7€ peut-être. 1464 backers pour l'instant, 13 000 € d'engrangés, 8 jours avant la fin de la campagne, ce qui veut dire, oui, qu'on est arrivé dans la catégorie des jeux où je n'ai pas besoin de passer du temps sur les stretch goals, puisqu'on les retrouvera encore une fois la semaine prochaine, une toute dernière fois, dans le suivi du menu crowdfunding. Donc tous les prochains jeux, ça va aller beaucoup plus vite. Donc voilà pour A Wayfarer's Tale, un petit jeu de roll and write assez intéressant, assez unique en son genre, parce que pour le coup c'est d'une print and play, mais ça présente bien, ce qui n'est pas toujours le cas pour le coup.
Et en plus de ça, il a l'air d'avoir quelques mécanismes pas inintéressants pour du roll and write, y compris notamment le recrutement d'alliés, disons, qui nous permettront de faire certaines actions, et ainsi de suite. Donc voilà, pour les éventuels amateurs de print and play et de roll and write, A Wayfarer's Tale, c'est une proposition pas inintéressante. 8 jours avant la fin de la campagne, 1464 contributeurs et près de 13 000 euros d'engrangés. Alors tout à l'heure je vous disais que j'avais honte de ne pas avoir présenté la campagne de Hit 10, le petit jeu, enfin la petite campagne de 5 jeux japonais, et j'ai encore plus honte pour celui-ci, parce que pour le coup là c'était vraiment un énorme projet, et je sais pas comment je l'ai raté, mais je l'ai raté. Il s'agit de Castles of Mad King Ludwig, autrement dit le château du roi fou Ludwig, qui je crois bénéficie d'une version française d'ores et déjà, si je me souviens bien, je ne sais plus par quel éditeur, mais qui nous propose une seconde édition avec une extension intitulée Renovations, donc les rénovations, donc nouvelle extension plus réimpression pour un jeu très très populaire, même si c'est plus populaire outre-Atlantique que véritablement en Europe. 4210 contributeurs, 8 jours avant la fin de la campagne, 200 000 euros d'engrangés. Bon, malheureusement, j'ai raté le lancement de la campagne, donc je vais pas en parler plus que ça, mais c'est essentiellement de la pose de tuiles pour construire le château et améliorer le château du roi fou Ludwig pour des pledges relativement abordable si on se contente éventuellement de l'extension Renovations avec le petit game trace qui va bien qui plus est. C'est plutôt joli de manière générale, hein, c'est un jeu qui a plutôt bonne presse de toute manière. Reste à savoir si vous l'avez testé ou pas, si vous êtes intéressé par l'éventualité de mettre la main sur l'ensemble de ce qui est sorti précédemment pour Castles of Mad King Ludwig, excusez-moi, qui nous vient de Bézier Games, qui a une version française mais qui a priori n'est pas disponible durant la campagne. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de version française pour cette réimpression plus extension, ce sera certainement le cas si le jeu est populaire en France. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, j'en ai pas entendu tellement parler dans la sphère francophone. Vous me direz ce que vous en pensez éventuellement si vous l'avez déjà testé, et vous me direz éventuellement quel éditeur français l'avait récupéré, parce qu'il me semble que le jeu a une version francophone, mais ce ne sera pas le cas durant la campagne en tout cas. Voilà pour Castles of Mad King Ludwig, par contre, excusez-moi, Renovations, on en reparlera de toute façon la semaine prochaine. 4204... Celui-ci aussi, j'en parlais il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 20 novembre dernier. Il s'agit de Frosthaven Gloomhaven Gaming Kit, autrement dit de la deluxification non officielle pour votre jeu de Frosthaven ou Gloomhaven, l'un ou l'autre, ça marche dans les deux cas. 856 backers, 8 jours avant la fin de la campagne, 67 000 euros d'engrangés pour l'instant. C'est pas officiel, mais ça a l'air de faire le job plus que bien, ce qui n'est pas très très français, mais vous aurez compris, hein, il est tard, et ça a l'air d'être plutôt sympa en termes d'ergonomie, comment dirais-je, dans l'idée de l'optique de rendre votre jeu de Gloomhaven ou Frosthaven prochainement quand il arrivera au backer, plus ergonomique encore qu'il ne pouvait l'être jusqu'à présent. Ça a l'air d'être plutôt sympa et aimanté d'ailleurs à certains endroits apparemment, ce qui est plutôt cool. Mais en tout cas, c'est vraiment si vous êtes très très fan de l'univers de Gloomhaven, Frosthaven et que vous le sortez très régulièrement, ça peut être l'occasion éventuellement de pimper un peu votre game, comme disent les anglophones. Voilà pour Frosthaven Gloomhaven Gaming Kit. Présenté le 6 novembre dernier, c'est la débandade malheureusement pour The Thinning Veil, et on l'avait senti venir, c'était assez facile, hein, faudra dire bien évidemment, et en même temps débandade oui et non, c'est vrai que c'est l'un des rares éditeurs qui pour une première campagne, qui plus est sur Kickstarter, avait proposé un seuil de financement ultra réaliste, 173 000 euros pour financer le projet, on est actuellement à la moitié, tout pile d'ailleurs, donc à 8 jours de la fin de la campagne, j'y crois pas des masses, malgré la proposition ici d'une version francophone, certainement uniquement d'ailleurs pour ce qui est du livret de règles et pas pour l'impression du matériel lui-même et du texte qui s'y trouverait, mais on était sur un jeu avec une très 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 belle direction artistique, qui pour un premier projet Kickstarter se voulait hyper ambitieux avec de très très belles miniatures, de beau matériel dans l'ensemble de toute façon, qui semblait être un dungeon crawler relativement classique mais très bien réalisé, et c'est vrai que pour un premier projet sur Kickstarter, le projet de Triskelion Games donnait envie. Mais bon, ça ne suffira pas pour cette fois. C'est vrai que pour le coup, avoir un seuil de financement honnête, c'est parfois aussi un petit peu compliqué à gérer, surtout pour une première campagne comme c'est le cas ici. Donc ça ne devrait pas financer et c'est bien dommage. Reste à voir si on les retrouvera une prochaine fois. On en parlera de toute façon la semaine prochaine très certainement, que ce soit pour un projet annulé ou pour la suite de la campagne et certainement sa belle mort, certainement. On verra bien, mais c'est vrai qu'en l'état, on a quand même un truc qui laisse assez songeur, c'est le 53 actu depuis le début de la campagne. Je rappelle que j'ai présenté le jeu en date du 6 novembre dernier, donc il y a 16 jours, donc 2 semaines et demie. Ça veut dire qu'en l'espace de 3 semaines en gros, donc 3 semaines, donc environ 21 jours, ils ont pondu 53 actus.
Au bout d'un moment, faut un petit peu se calmer, faut un petit peu laisser les backers tranquilles aussi. Bon, on verra bien ce que ça donne au final pour The Thinning Veil, mais pour l'instant, ça va certainement se poser en douceur dans les méandres de Kickstarter avant potentiellement de renaître de ses cendres un beau jour. On verra bien. Celui-ci, je ne l'avais pas présenté, il s'agit de Inheritance, qui pour l'instant est pas encore financé, mais ça devrait pouvoir se faire. On est actuellement à près de 7000 €, il en faut 7423 pour espérer financer. 111 contributeurs, 8 jours avant la fin de la campagne, et le jeu est apparemment disponible en français. Sera-t-il disponible en français dans la version totale imprimée, ou est-ce que ce sera seulement pour la version PDF du livret de règles, on va dire? J'aurais plutôt tendance à penser que ce sera uniquement pour la version digitale, et oui c'est bien le cas, c'est bien écrit ici, Download Rulebook, donc ce sera uniquement en PDF pour pour le français en fait simplement, mais tout ce qui est texte sur les cartes en revanche, ce sera niet. Bon, pour le reste, c'est un jeu de contrôle, enfin pas de contrôle, mais de gestion de main, on devrait dire plutôt, avec différents types de personnages que vous pourrez utiliser, qui rappellent un petit peu ceux que l'on a pu voir d'ailleurs dans Love Letter, d'ailleurs à plusieurs reprises, hein, c'est un petit peu le même genre de thématique. Reste à voir si ça peut détrôner cette légende vivante du jeu de société qu'est, du coup, j'ai perdu le nom parce que je suis comment dirais-je, je suis toute ébourbi par cette bague qui tourne et ça m'hypnotise et du coup j'en ai perdu mes mots. Est-ce que ça pourra, comment dirais-je du coup, j'en perds mes mots, ça va être ridicule, mais je vais vous le laisser parce que j'aurai la flemme de monter. Mais est-ce que ça pourra détrôner Love Letter alors que je suis complètement hypnotisé par cette bague? Je vais fermer les yeux pour terminer le segment. Est-ce que ça pourra dépasser Love Letter dans le cœur des joueurs? J'en doute un petit peu parce que c'est pas un jeu qui va faire quand même un succès aussi considérable que ça. On le voit, 111 contributeurs pour l'instant, 7000 € d'engrangés. Bon, ça devrait pouvoir financer quand même, mais pas faire un résultat extraordinaire. C'est pour 2 à 4 joueurs, 15 à 30 minutes. On en reparle rapidement la semaine prochaine, en espérant que d'ici là, je sois guéri de cette hypnotisation que j'ai subie par la bague que vous voyez tourner tout à l'heure. Voilà pour Inheritance. On parlait récemment de pièces de métal avec une bille à l'intérieur pour remplacer les dés. C'est un petit peu le même ordre d'esprit ici avec les Cthulhu Coincide, 9 pièces dés qui là encore vont avoir pour mission de remplacer les dés en fonction de l'endroit, de la pointe que ça désignera à la fin de la course de la pièce lorsque vous l'aurez lancé. Bon, je suis pas très convaincu que ça apporte grand chose de vraiment très intéressant, mais bon, pour tous les fans de Cthulhu, ça peut être un objet un petit peu collector à éventuellement backer. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Pour le reste, c'est pas très intéressant en soi, ça vient pas apporter quoi que ce soit de nécessaire pour un jeu ou pour un autre d'ailleurs. Mais bon, pour les fans de Cthulhu, éventuellement, tout l'aspect Lovecraftien, ça peut séduire éventuellement. 479 contributeurs, 25 000 € d'engagés malgré tout, à 8 jours de la fin de la campagne. On en reparlera une toute dernière fois la semaine prochaine. Présenté le 6 novembre dernier dans le menu crowdfunding, celui-ci aussi est en train de se prendre un petit peu une claque au travers de la tronche. 7500 € sur 21 000 nécessaires, on est quand même très loin du seuil de financement, il reste 8 jours pour éventuellement réussir à financer pour The Adventures of Tennessee James, mais en l'état j'y crois pas des masses. 121 contributeurs, bon c'est loin d'être suffisant, et pourtant vous le voyez, hein, c'est un jeu qu'on pourrait tout à fait imaginer en boutique, très clairement, plutôt joliment illustré, c'est très coloré, très familial, et en même temps c'est l'esprit du jeu qu'il veut. C'est un jeu familial, donc c'est très très raccord, plutôt, proposant plus différentes cartes sur lesquelles on pourra jouer. C'est un jeu en semi-coopération qui a l'air d'être plutôt sympa en fait, hein. Je comprends pas très bien en fait le manque de succès de ce jeu, si ce n'est peut-être que effectivement les jeux à orientation très familiale sont pas forcément les jeux qui ont le plus de succès sur Kickstarter, loin de là. C'est vrai qu'on est plus sur des jeux un peu plus connaisseurs, hein, pas experts forcément mais plus connaisseurs, et peut-être que les jeux d'enfants sont moins appréciés, et peut-être aussi que tout simplement Variable Outcomes du Canada n'est pas une compagnie très reconnue pour l'instant. En même temps 121 contributeurs, c'est pas ridicule en soi, mais c'est quand même très loin du seuil de financement qui devrait pas être franchi en l'état, à moins d'un petit miracle. Voilà pour The Adventures of Tennessee James, on en reparlera la semaine prochaine. Même chose pour Legendary Tea Farmer, également présenté dans le menu crowdfunding du 6 novembre dernier sur GameFound. Même pas 100 contributeurs pour celui-ci, autant vous dire que c'est râpé, et le thé râpé c'est généralement pas très bon, hein, c'est mieux pour le fromage, ça devrait pas financer. Voilà, c'est pour 2 à 6 joueurs, ça présente pas terriblement, c'est vrai que c'est visuellement pas si charmant que ça non plus, hein, soyons tout à fait honnêtes. Ça fait penser brièvement un petit peu à Viticulture, mais pour le pauvre en gros, hein, et puis bon voilà, ça n'a pas l'air vraiment de révolutionner quoi que ce soit non plus dans le genre.
Vous me direz ce que vous en avez pensé si vous avez suivi la campagne d'un peu plus près que moi, parce que moi j'avoue que j'ai lâché l'affaire à peu près 3 minutes après avoir présenté le jeu dans le menu crowdfunding du 6 novembre dernier. Voilà pour Legendary Tea Farmer, on en reparle une dernière fois la semaine prochaine. Présenté le 13 novembre dernier dans le menu crowdfunding, Copan Dying City, le nouveau projet de Holy Grail Games, donc l'éditeur français / anglais, donc franco-anglais. Donc évidemment qui dit Holy Grail Games dit version francophone bien évidemment d'entrée de jeu, mais pour l'instant résultat très décevant et en même temps c'est assez logique, assez compréhensible. On sait que de toute façon les projets Holy Grail Games arriveront en boutique, que la version Kickstarter n'a pas beaucoup d'atouts à présenter en comparaison avec la version boutique de toute façon, donc autant attendre la version boutique, rien ne presse du tout pour Copan Dying City. Au-delà de ça, le jeu a l'air d'être plutôt très sympa. Donc 46 000 € d'engrangés, 621 contributeurs, 9 jours avant la fin de la campagne, on en reparle la semaine prochaine, y compris pour ce qui est des petits stretch goals que l'on voit ici, même si je doute qu'ils soient exclusifs à Kickstarter de toute manière, donc je pense qu'on les retrouvera à terme dans les boutiques aussi, donc encore une fois, bon, est-ce que c'est vraiment très intéressant d'aller backer sur Kickstarter? Peut-être pas tant que ça. Moi pour ma part, j'attendrai plutôt de tester Encyclopédia qui m'a l'air d'être vraiment très sympa, même si Copan Dying City a l'air d'être assez intéressant aussi au demeurant. Donc voilà, on en reparle la semaine prochaine également pour Copan. On continue avec le titre à rallonge de la semaine, Werewolf the Apocalypse Retaliation, présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 20 novembre dernier. Plutôt un joli résultat, 3240 contributeurs, 537 000 € d'engrangés déjà, désormais, à 9 jours de la fin de la campagne, on devrait aller chercher pas loin du million, voire même le million d'ici la fin de la campagne pour le nouveau projet de Flyos, après le très beau succès déjà de Vampire Masquerade, si je me souviens bien, Vampire the Masquerade Chapters, voilà, c'était 6000 contributeurs à l'époque. Retaliation devrait faire un résultat plutôt pas loin, voire même équivalent d'ailleurs à Vampires, je pense. On en reparle la semaine prochaine. Version francophone disponible. Présenté le 13 novembre dernier dans le menu crowdfunding, The Last of Us Escape the Dark, l'adaptation du jeu vidéo avec la licence Escape the Dark du jeu de société plaqué dessus. 6570 contributeurs, 684 000 € d'engrangés pour ce projet à 10 jours de la fin de la campagne. Pour un projet qui personnellement me séduit pas du tout, j'avais pas mal apprécié le premier jeu de la série, j'ai pas joué au deuxième, pas très attiré d'ailleurs par le second volet, mais là pour le coup la version plateau est quand même très noir et blanc. Alors je sais bien que c'est un petit peu l'approche de direction artistique de Themeborn, le studio anglais, c'est bien ça oui, de Norwich, mais pour le coup je trouve pas ça très séduisant et ça met pas forcément en valeur l'univers graphique du jeu d'origine qui était quand même assez coloré. On était dans un univers post-apocalyptique où la nature reprenait un petit peu ses droits sur la civilisation, donc c'était quand même pas mal verdoyant, assez luxuriant par endroits, et du coup là je trouve ça un peu pauvre de mettre ça en noir et blanc, je trouve ça un petit peu dommage, même si effectivement en termes de, comment dirais-je, d'univers très sombre et très sale, The Last of Us se place bien aussi, mais pour le coup j'aurais aimé quand même que ce soit un peu mieux présenté, et au-delà de ça, les combats ont pas l'air d'être diablement intéressants non plus, enfin bref, on verra bien ce qu'on en pense au final. Moi de mon côté je suis pas très intéressé. On en reparle de toute façon une dernière fois la semaine prochaine pour The Last of Us Escape the Dark, qui de toute façon, ne serait-ce que par sa licence, obtiendra de toute façon un très beau résultat. D'ailleurs c'est déjà le cas, 6600 contributeurs quasiment à 10 jours de la fin de la campagne, on va certainement aller chercher le million là encore. Et on termine cette semaine par Ceres, autre projet présenté le 13 novembre dernier dans le menu crowdfunding, un jeu hautement thématique avec du placement d'ouvriers, même un double placement d'ouvriers, parce qu'on aura nos ouvriers et aussi un pool d'ouvriers en commun à tous les joueurs, super intéressant. Pour le reste, je vous renvoie sur la description du jeu dans le menu crowdfunding du 13 novembre dernier. Ceres a l'air d'être super intéressant, c'est le nouveau projet de Artipia Games que vous connaissez certainement déjà si vous suivez bien Kickstarter. 2500 contributeurs approximativement pour l'instant à 10 jours de la fin de la campagne, 150 000 € d'engrangés. On en reparle une dernière fois la semaine prochaine, en tout cas un bien joli projet qu'est Ceres. Et ma foi, c'est à peu près tout pour cette semaine en termes de suivi. Vous l'avez vu, c'est quand même un petit peu plus court que les dernières semaines et c'est tant mieux. Maintenant, je me lance directement dans la foulée avec le montage, directement sur le montage, pour pouvoir vous le proposer très rapidement. Et puis après, on va aller s'occuper du bébé. Du coup, je vous laisse, bonne fin de journée, jouez bien d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien également, et à la prochaine.